Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 78e épisode de Finances fondamentales. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse du livre de Jacques Lépine et Yvan Cournoyer qui est écrit en 2016, qui s'intitule « 101 trucs en investissement immobilier ». Je ne sais pas si ça paraît dans ma voix, mais j'ai une petite voix grippée aujourd'hui. Habituellement, j'enregistre les épisodes un peu d'avance. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, donc je dois enregistrer aujourd'hui parce que l'épisode doit être cédulé demain. Donc, ça va être la voix pour l'épisode d'aujourd'hui, j'en suis désolé. Sinon, avant de faire la synthèse du livre, je vous rappelle toujours que les informations que je vous donne dans le podcast, c'est dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Si vous avez besoin de conseils, je vous invite à consulter un professionnel pour qu'il puisse vous en donner qui sont spécifiques à votre situation, parce que moi, comme humble podcasteur, je ne peux pas être tenu responsable de vos décisions financières. Donc aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de demandes en fait dans les derniers mois sur des livres que j'avais lus sur l'immobilier. J'en ai lu 3, donc à partir d'aujourd'hui, je vous résume, on a une petite trilogie sur l'immobilier. Je vais vous résumer les 3 livres que j'ai lus dans cet épisode-ci et dans les 2 prochains, donc dans les 3 épisodes qui s'en viennent. En introduction, mais je suis pas un expert, j'ai lu 3 livres comme je viens de dire, donc j'ai regardé ça un peu avec des amis après avoir lu les livres. J'ai failli acheter en immobilier, j'ai fait des offres, mais là, le podcast est arrivé et j'ai plus de temps libre. J'ai encore l'immobilier un peu dans la tête, mais pas très sérieusement pour l'instant. Et dans les premiers épisodes du podcast, en fait, jusqu'à cet épisode-ci, on a parlé beaucoup de bourse, donc je trouve ça bien quand même d'aller ailleurs pour les 3 prochains épisodes qui viennent, en incluant bien sûr celui-ci. Donc Jacques Lépine et Yvan Cournoyer, c'est quand même 2 pionniers de la formation immobilière au Québec et c'est 2 experts en investissement immobilier. Et dans ce livre-là, ils nous proposent, en fait, ils nous partagent leur expertise sur divers aspects qui sont relatifs à l'investissement immobilier. D'abord, quand je vais vous présenter ce livre-ci, les 2 autres, là, dans les épisodes du podcast, j'avais pas le podcast en tête, justement, et je les ai pas relus depuis. Donc, c'est vraiment pas une synthèse de long en large du livre. Il y a sûrement beaucoup de choses qui sont écrites dans le livre que je vais pas aborder aujourd'hui avec vous. Mais en même temps, tant mieux, ça veut dire que ce que j'avais noté à l'époque quand j'ai lu le livre, c'était vraiment des trucs que je trouvais intéressants, qui étaient pratico-pratiques. Donc j'espère que vous allez trouver ça intéressant aussi. Et je vous invite à vérifier aussi les informations qui ont été partagées dans le livre que je vous partage aujourd'hui. Elles datent de 2016, ces informations-là. Est-ce qu'elles sont toujours à jour? Je vous invite à vérifier, j'ai pas fait mes devoirs de ce côté-là. Moi, je résume le livre dans mon sol, je suis pas journaliste. Le premier élément de synthèse se nomme « Trouver une opportunité ». Donc, les auteurs partagent 3 façons de trouver une aubaine avant que le reste du marché puisse la trouver. D'abord, ils parlent du livre des présentations qui vont se trouver dans le registre foncier. C'est quoi ça? C'est un livre qui va présenter par ordre chronologique les documents qui sont présentés à l'officier de la publicité foncière pour les 73 circonscriptions du Québec. Donc, selon les auteurs, ça peut vous aider à évaluer la propriété et à comprendre la situation juridique dans laquelle se trouvent ces propriétés-là pour peut-être les acheter avec une aubaine. Donc, je vous ai résumé ce point-là, mais je le comprends pas tant que ça. J'ai jamais utilisé ce type de document-là pour trouver des offres, même quand je m'intéressais à l'immobilier. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle mon prospecteur. Il disait à l'époque que c'était $1 par jour. Là, ça a peut-être changé depuis, mais cet outil-là était utile pour trouver des opportunités qui étaient hors marché. Et enfin, ils parlent de GDL Crédit. Ils disent qu'on peut consulter GDL Crédit pour toutes les transactions qui sont plus commerciales, comme par exemple également les saisies immobilières qui ont des prix parfois peut-être plus intéressants. En gros, ce que je résumais dans ce premier point-là, c'est qu'il ne faut pas juste se fier aux courtiers puis aux sites de courtage comme Centris, Proprio, etc. parce que lorsque les offres se retrouvent sur ces sites-là, il est déjà souvent trop tard pour trouver de réelles aubaines. Deuxième élément de synthèse, c'est financement et équité. Il commence ce point-là en parlant il donne des trucs pour payer $0 de sa poche lorsque vous achetez un immeuble à revenu. Première façon de le faire, c'est de prendre un taux hypothécaire qui offre une remise en espèces de 5%. Donc, si vous faites affaire avec SCHL, et ça a peut-être changé depuis, là, je pense que les pourcentages sont peut-être plus élevés,
mais vous devez fournir 5%. Donc, en fait, avec le remboursement en espèces de 5%, c'est comme si vous déboursez rien pour faire la mise de fonds de votre immeuble. Par contre, les taux de ces produits-là sont souvent plus élevés, bien sûr, mais ça peut permettre à des gens qui ont moins de liquidité de pouvoir commencer sur le marché immobilier. Deuxième façon, c'est d'avoir une solde de prix de vente, donc avec le vendeur, là, ce qu'on appelle souvent une balance de prix de vente là, dans un langage plus commun. Ce que ça fait, ça, c'est que le vendeur va laisser une balance dans la vente de son immeuble qui va lui être remboursée selon les modalités que vous convenez avec lui. Donc, par exemple, là, j'y vais vraiment au pif comme ça, mais si vous achetez un immeuble à 500 000 $, on va dire que vous avez besoin de 100 000 $ de mise de fonds, vous avez juste 50 000 $, mais peut-être que le vendeur peut assumer cette différence-là de 50 000 $ qui vous manque et vous lui remboursez à votre rythme, mais en fait au rythme qui aurait été convenu avec lui. Troisième façon, c'est d'utiliser les cartes de crédit. J'ai marqué attention, il faut vous assurer que vous avez un cash flow qui est suffisant pour rembourser vos cartes rapidement une fois que vous avez mis l'argent sur ces cartes-là. Les auteurs parlent également des prêteurs privés qui peuvent vous prêter de l'argent pour vos achats, mais souvent ils vont demander un gros pourcentage de rendement. Donc, par exemple, je te prête l'argent, mais je veux 12% remboursé à telle date. Donc, assurez-vous que votre cash flow est suffisant aussi pour rembourser ces prêteurs-là. Cinquième façon, c'est d'utiliser le love money, donc l'argent de l'amour. Donc, ça fait référence à vos amis ou à la famille, mais c'est super important, les auteurs disent, de réfléchir aux ententes que vous faites avec ces personnes-là pour éviter de briser des liens d'amitié ou des liens familiaux. Et la sixième façon, c'est votre marge de crédit hypothécaire. Si vous avez déjà une maison à titre personnel, vous pouvez utiliser cette marge-là. Moi, c'était mon plan de match d'utiliser ma marge de 300 000 $ pour faire la mise de fonds avec une gang de chums sur nos premiers immeubles à revenus, ce qui ne s'est pas produit encore. Et là, on arrive à un bout intéressant. Comment augmenter l'équité avec de la magie? Donc, selon l'immeuble que vous achetez, chaque dollar de plus que vous allez dégager va être multiplié par un montant X. Donc, à Sherbrooke, lorsque je magasinais, c'était entre 20 et 23. Donc, sur votre équité. Donc, par exemple, si tu augmentes tes loyers et que tu réussis à dégager 1 000 $ de plus dans l'année, ben c'est 20 000 $ de plus qui s'ajoutent à ton équité de maison. Ça, c'est vraiment la magie de l'immobilier là, quand ça vient le temps de refinancer. Donc, si pendant un an, tu maximises l'efficacité de l'immeuble, ce qui permet d'augmenter tes profits, donc tu peux augmenter les loyers, ajouter un stationnement payant, un casier payant, diminuer les dépenses de chauffage, d'Internet, d'assurance, etc., ben, tu peux augmenter ton équité sur un an. Et lorsque tu vas refinancer à la fin de cette année-là, souvent c'est quand tu utilises SCHL, ben, tu vas pouvoir aller chercher un gros cash down pour un prochain achat. Donc, je vous fais un exemple là, que j'espère qu'il va être plus clair que ce que je viens de dire. Si tu achètes un immeuble à 500 000 $ avec 150 000 $ de cash down, ben, tu as une équité de 150 000 $ pour commencer, avec laquelle tu peux emprunter, par exemple, X pourcentage, là, 80% du 150 000. Si je néglige là, tout ce qui est paiement sur un an pour garder ça simple, si tu as réussi, on va dire, dans la première année à dégager 5 000 $ de plus parce que tu as géré efficacement ton immeuble et que le ratio est x20 pour cet immeuble-là dans la région où tu l'achètes, bien, ça augmente la valeur de ton immeuble de 100 000 $ parce que tu as dégagé 5 000 x20, donc tu as 100 000 $ de plus sur ton équité. Donc, avec le 150 000 $ que tu avais déjà à cause de ta mise de fonds, bien, tu viens de dégager 250 000 $ d'équité. Donc, tu as reçu 100 000 $ presque gratis en un an que tu peux emprunter pour réinvestir dans un autre immeuble à logement. Donc, vraiment, cette équité-là, lorsque tu refinances, tu ne peux pas sortir cet argent-là pour te payer un bateau ou un char. C'est vraiment pour être réinvesti. Dans ce cas-ci, ça pourrait être ta mise de fonds pour un autre immeuble qui peut même être plus gros que le premier immeuble que tu t'es acheté. Ça, c'est la règle pour les 5 logements et plus. Là, c'est ce que je regardais. Je ne sais pas c'est quoi la règle précise si vous achetez un 4 portes, 3 portes ou un 2 portes, là, un duplex. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le plus difficile dans l'immobilier, je ne suis pas un expert, là, c'est ce que j'entends, c'est que le plus difficile, c'est d'acheter le premier immeuble. Après ça, ben, tu as souvent la mise de fonds plus facilement pour acheter les immeubles qui suivent. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Donc, si tu achètes une aubaine et en plus tu réussis à rendre ça efficace,
mais après ton premier achat, la mise de fonds, ce n'est plus un problème pour ton deuxième, troisième, quatrième achat. Si tu refinances SCHL, mais tu ne peux pas ensuite refaire ça à chaque année. Une fois que tu as refinancé ton immeuble, il est refinancé. Là. Tu ne pourras pas le faire avant la fin de ton prêt, souvent de 5 ans, on va dire, parce que là, il ne sera plus nécessairement sur 1 an SCHL. Je vous ai résumé de quoi d'assez compliqué, là, tout ce qui est le refinancement en 2 minutes, mais ceux qui sont intéressés, je vous invite à lire plus en détail sur le sujet pour profiter de l'équité de votre premier bien immobilier pour ensuite en acheter d'autres. Mais les auteurs vont un petit peu plus loin dans le livre, ils proposent même comment augmenter cette équité-là. Donc, le premier truc qu'ils donnent, c'est d'augmenter la franchise d'assurance. Donc, lorsque vous allez magasiner les assurances de votre immeuble, d'augmenter le montant de la franchise. Ça va permettre de diminuer les paiements et donc augmenter votre profit au bout de l'année. Ils disent que vous pouvez également contester l'évaluation municipale pour la faire diminuer, avoir de la visibilité à moindre coût, donc réduire les coûts de publicité en utilisant par exemple les réseaux sociaux, quoique actuellement avec le manque de logement, peut-être que la publicité est un petit peu moins nécessaire. Il dit de maximiser l'efficacité du chauffage, de rendre l'Internet aux frais du propriétaire, donc vous allez payer l'Internet au gros prix et vous allez le revendre dans le prix des loyers à vos locataires, donc ça va permettre d'augmenter les revenus de votre immeuble. Optimiser les pieds carrés comme transformer un grand logement en 2 petits logements, maximiser la rentabilité des stationnements, des casiers, etc. Et enfin, il dit d'optimiser la gestion avec des logiciels comme Site Manager, Proprio Expert ou OpenM Azure. Troisième élément de synthèse, c'est l'enquête de prélocation. Donc, il nous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire avant de louer à quelqu'un notre logement? Ils disent de consulter les archives des jugements du Québec sur la personne locataire, mais en fait qui souhaite être locataire, de consulter la Régie du logement du Québec pour voir le dossier de crédit, si c'est un mauvais payeur, s'il y a des références de son emploi, et également prendre son temps au lieu de louer à la mauvaise personne. C'est vraiment une philosophie des auteurs, là, c'est mieux un loyer vide qu'un loyer mal loué. Il propose des questions à poser à un futur locataire, donc combien de personnes vont vivre avec vous? Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez une autorisation écrite pour vérifier votre crédit? Avez-vous des besoins spéciaux? Vous désirez louer pour combien de temps? Vous pouvez exiger une preuve de revenu comme un talon de paye ou un avis de cotisation. Vous pouvez aller les rencontrer en fait dans leur logement actuel pour voir comment ils entretiennent ce logement-là en ce moment. Vous pouvez contacter l'employeur actuel pour confirmer les informations que le futur locataire vous a données. Vous pouvez exiger un premier mois de loyer à la signature du bail. Légalement, vous avez juste le droit à un mois maximum là, de loyer. Et lors de la signature, vous devez exiger une pièce d'identité valide avec une photo claire. Et c'est plus facile maintenant avec le téléphone de garder ça dans vos dossiers. Quatrième élément de synthèse, il parle de la gestion des rénovations. Donc, comment choisir son entrepreneur avec des soumissions. Il parle des sites comme Réno Assistance, entrepreneurlocal.com, zoomission.com et depuis la publication du livre en 2016, il y a probablement des sites plus récents qui font ce même travail-là. Quelles questions poser à des entrepreneurs potentiels? Depuis combien de temps ils sont en affaires? C'est quoi leur spécialité? Est-ce qu'ils ont des références pour des travaux similaires? Est-ce qu'ils ont leur propre équipe ou ils font affaire avec des sous-traitants? C'est quoi les délais et les échéanciers réalistes qui sont envisagés? Est-ce qu'ils ont des garanties? La garantie, elle couvre quoi exactement? Est-ce qu'ils ont une assurance responsabilité? Est-ce qu'elle est en règle avec la CSN-SST? Je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais vous savez de quoi je parle. Et enfin, est-ce qu'ils ont une copie de leur permis de la régie et une preuve d'assurance? Les auteurs terminent ce point-là en parlant de vérifier s'il y a des programmes de rénovation qui existent, comme rénovation de la Société d'habitation du Québec, Réno-Climat, Éco-Rénov', Hydro-Québec, donc des programmes pour les fenêtres, pour l'amélioration du quartier. Bref, allez chercher les sous que vous pouvez aller chercher dans ce genre de programme-là. Cinquième élément de synthèse, c'est les conseils en rafale du proprio. Donc, je vous les nomme. Premier conseil, informatiser votre gestion des baux. Deuxième conseil, instaurer une routine saisonnière d'entretien et de réparation de vos immeubles. 3. Envoyez votre avis d'augmentation de votre bail 6 mois avant la fin de celui-ci. 4. Faire de la maintenance préventive de vos immeubles au lieu de réparer, ça coûte plus cher. 5. Ça coûte moins cher à être préventif que de réparer. Je n'étais pas sûr que ma phrase était claire. 5. Gardez constamment votre immeuble en bon état. 6. Traitez vos locataires avec respect. Donc, il parle de cartes de fête, des petits cadeaux à Noël, de répondre rapidement, de réparer rapidement aussi ce qui est brisé.
7. De visiter régulièrement vos immeubles. 8. De ne pas devenir trop amis avec vos locataires. 9. De donner une liste des règlements de votre immeuble dès la signature du bail. 10. De faire l'enquête de prélocation. Donc, je rappelle, c'est mieux un loyer vide qu'un loyer avec un locataire désagréable. 11. Faire une vérification diligente avant d'acheter un immeuble. 12. De toujours commander une bonne inspection en bâtiment avant d'acheter. 13. De construire une équipe de collaborateurs et d'en prendre soin, donc un courtier immobilier, un notaire, un inspecteur, un banquier, un courtier hypothécaire, un courtier en assurance, un évaluateur agrégé, un arpenteur géomètre, un gestionnaire d'immeubles, des avocats spécialisés en immobilier, des ouvriers d'entretien, concierges, électriciens, plombiers. Donc, c'est tous des gens que vous allez avoir besoin à un moment ou à un autre si vous avez plusieurs immeubles. Donc, construire cette équipe-là et en prendre soin, c'est une suggestion des auteurs. Et enfin, le dernier conseil du proprio, c'est localization, localization, localization. Donc, en français, emplacement, emplacement, emplacement. Pour eux, le principal critère quand vous achetez un immeuble, c'est est-ce qu'il est bien situé. Pour trouver une aubaine maintenant, c'est quoi les conseils des auteurs pour trouver une aubaine sur le marché? Donc, 1. Agir dès maintenant. 2. Ils disent que la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, ce qu'ils suggèrent, c'est d'être expert d'un créneau en particulier. Donc, est-ce que c'est dans les logements neufs, les logements locatifs, justement, normal, des chalets, des chambres d'étudiants, des entrepôts pour des mini-entrepôts, là. Donc, il vous dit de vous spécialiser dans un créneau et de ne pas trop vous disperser dans les différents achats que vous faites. 3. Le financement, c'est la clé du succès. Donc, les auteurs disent d'être prêts avant de trouver l'aubaine. Sinon, vous allez probablement perdre rapidement cette occasion-là si c'est réellement une aubaine, si vous devez attendre après votre qualification au niveau de votre prêt hypothécaire. 4. Ils disent de faire des offres et encore des offres et de ne pas avoir peur de se faire dire non. 5. Ils disent que le profit se fait à l'achat, donc de vraiment payer le bon prix pour l'immeuble que vous achetez. 6. Ils disent que c'est une question d'attitude, donc d'être respectueux envers tout le monde et de démontrer la gratitude envers vos collaborateurs. Ils vont probablement un jour ou l'autre vous soumettre des offres, des aubaines qu'ils ont vu passer avant même qu'elles soient sur le marché immobilier. 7. Vous former adéquatement. 8. Ne pas tout partager avec tout le monde par rapport à vos intentions d'investissement immobilier. Il y a des gens qui vont juste tenter de vous décourager lorsque vous allez leur présenter « Voici l'immeuble que je vais acheter », ils vont juste tenter de vous décourager ou vous voler votre idée. 9. Être actif, prospecter, donc aller visiter dans des quartiers, donc de ne pas être passif sur les sites de vente d'immeubles à revenus. Et 10. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, changez de recette. Ils terminent avec des petits conseils technologiques, donc d'utiliser les visites 3D. Ils disent que ça peut être bien, soit pour vendre ou même pour magasiner. Ils parlent aussi du walk score, donc souvent sur les sites, ça permet de voir rapidement votre immeuble que vous êtes intéressé ou l'immeuble que vous voulez vendre, il est à quelle distance de marche des principaux attraits autour. Et ils terminent leur dernier conseil techno, c'est d'avoir des serrures intelligentes, que ça peut faciliter beaucoup la gestion entre les différents locataires. En conclusion, moi, ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce livre-là, c'était mon premier livre sur l'immobilier à l'époque, c'était comment la magie de l'équité était débile avec le refinancement. Je voyais vraiment ça comme un jeu de dominos sans fin où chaque année, tu pouvais acheter un nouvel immeuble en refinançant l'immeuble que tu avais eu l'année précédente. J'ai vite compris que c'était pas si simple que ça parce qu'il faut pour ça trouver une aubaine et c'est pas facile sans contact. Donc moi, j'étais vraiment un néophyte, j'avais pas de contact dans le domaine qui m'envoyait des aubaines par courriel. Ou ça prend selon moi des gens qui ont beaucoup de temps pour faire des rénovations et gérer les locataires, ce que moi, j'avais pas le temps de faire. J'aurais soumis probablement ça à de la gestion immobilière. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui s'y met plus que moi, en fait, qui met plus d'efforts que moi j'aurais mis dans l'investissement immobilier. Sinon, j'avais aussi apprécié à l'époque les pistes pour acheter un immeuble sans sortir d'argent réellement de ses poches. C'est plus difficile quand les taux sont élevés comme en ce moment, donc c'est facile de rembourser de l'intérêt sur une marge hypothécaire avec un cash flow quand le prêt est à 3%. C'est moins facile quand ta marge hypothécaire est à 9%. Bref, c'est un livre que j'avais trouvé très intéressant et il était super clair pour quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser à ce type d'investissement-là. La semaine prochaine, je fais la synthèse du deuxième des 3 livres sur l'immobilier. La semaine prochaine, c'est celui de Paul Théoret qui a été écrit en 2002 qui s'intitule « Le guide du propriétaire d'immeubles à revenus ».
Ce jeudi, je vous présente les résultats de 20 autres compagnies qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Ça inclut notamment Amazon et Berkshire Hathaway, donc la compagnie de Warren Buffett. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.